Bonjour Guy, Bonjour. vous êtes le 10e invité de Vivons nos rêves, c'est un véritable plaisir pour nous de vous accueillir, merci à vous déjà. Ben non, avec plaisir, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette idée de projet de rassembler un petit peu le milieu amateur et professionnel du tennis comme ça par l'intermédiaire de questions d'enfants? Bon, bah, c'est une très bonne idée. De toute façon, on a, je crois, le point commun qui nous lie, c'est la passion du jeu. Et avant d'être des joueurs professionnels, ce que je ne suis plus aujourd'hui, hein, j'étais un joueur amateur, j'étais un enfant, j'ai rêvé en regardant mon père jouer et puis en voyant des très bons joueurs de club. Et après, j'étais en troisième série, en seconde série, en première série. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion. Mais tout ça a une fin et à l'arrivée, après, dans d'autres secteurs, enfin, moi, je suis resté impliqué dans le sport et dans le tennis, bien sûr, parce que c'est ma passion d'enfant. J'estime que j'ai beaucoup de chance. Donc, quand je vois sur le quai d'une gare, dans un aéroport, dans un club de tennis, dans la rue, quelqu'un qui m'interpelle pour me parler de tennis parce que c'est soit un joueur classé, soit un pratiquant, soit un papa qui a des enfants, qui a des questions, je me sens toujours concerné. Parce que je ne crois pas qu'il y a deux classes différentes justement de joueurs ou de passionnés de tennis. Il y a ceux qui ont la fibre du jeu et je crois qu'on retrouve chez les amateurs comme chez les professionnels et qui aiment ça par-dessus tout. Et la seule frustration finalement que l'on a quand on vieillit et qu'on a des pépins physiques, c'est de ne plus pouvoir finalement jouer au tennis comme on aimerait le faire, parce qu'on a tous envie de courir comme Djokovic, de faire des passing shots de Nadal et d'avoir le toucher de Federer quand on joue au tennis. Mais à tous les niveaux, je crois, on arrive par moments à retrouver des petites sensations, on se prend pour un champion, une championne, et ce qui compte, c'est à la fin de sa partie de tennis et se dire ah là là, on a passé un bon moment, qu'est-ce que c'était chouette ce moment sur le court. Guy Forget, c'est meilleur classement, quatrième mondial en simple en 91, troisième en double, 11 titres en simple, 3 fois à Toulouse, à Nancy, 2 fois à Bordeaux, une fois à Sydney, à Bruxelles, à Marseille, à Cincinnati, à Bercy, 28 titres en double, dont le Master. Guy, est-ce que Bercy est la plus belle victoire de votre carrière en tournoi? Oui, probablement parce que de gagner à domicile devant sa famille, avec le public français, c'est dans une salle aussi mythique, aussi belle, devant 15 000 personnes, c'est forcément un moment très fort. Mais pour en revenir à ce que l'on disait tout à l'heure par rapport au tennis amateur, vous savez, souvent les gens me disent oh là, c'est quoi votre plus belle victoire, celle qui vous a procuré le plus d'émotions? On me dit souvent c'est Lyon en 91 ou c'est Cincinnati contre Sampras ou Bercy contre Sampras. Et je leur dis oui, c'est vrai que c'est des moments magiques, mais je me souviens lorsque j'ai battu mon premier jour à 15-5, lorsque j'étais non classé, je crois que c'est à Pornic, dans l'ouest de la France. Euh, Quand je suis rentré chez moi, je tremblais d'émotion, tellement pour moi cette victoire signifiait quelque chose. Donc, je crois que la beauté, je dirais, du tennis et du passionné de ce sport, c'est que finalement, tout au long de notre carrière, on a des objectifs qu'on veut aboutir et qu'on veut atteindre. Et quand on arrive finalement à les réaliser, ces espèces de rêves, ça procure une joie immense. Et moi, tout au long de ma carrière, j'ai eu bien sûr des désillusions et des moments très très durs parce que justement, je croyais que je pouvais m'imposer, je croyais que je pourrais soulever un trophée supplémentaire ou avoir une victoire en plus. Mais les victoires marquantes où j'ai dû aller au bout de moi-même pour battre un adversaire qui était sur le papier peut-être qui m'était supérieur, c'est des moments de grande émotion. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, Bercy contre Sampras en 5-7 à Paris, c'était Magique. probablement un de mes matchs les plus aboutis. Mais j'en ai eu beaucoup d'autres, et pas forcément que chez les professionnels. Voilà. Donc ça, c'est le message pour tous les jeunes qui nous écoutent, de ne pas penser que si on ne gagne pas Roland-Garros, on n'est pas un bon joueur. On est un bon joueur quand finalement on a réussi à repousser ses limites. Et du coup, vous parliez de votre victoire à 15-5. C'était à quel âge cette victoire à 15-5? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui vous regardent et qui essaient de... J'avais 12 ans, je crois. 12 ans, d'accord? Oui, parce que j'étais à 13 ans, j'étais 15-5, donc c'était l'année précédente. Et à l'époque, il y avait les classements ne changeaient qu'une fois par an. Ouais. Et donc, on faisait ses perfs et ses contres sur une année entière. Donc, voilà, je devais avoir 12 ans. J'ai battu un 30, un 15-5. Voilà, mais le premier 15-5, vous savez, quand on est non classé, de battre un joueur à 15-5, waouh, enfin,
Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Ah bah ouais, ah ouais, Magnifique. j'avais l'impression d'avoir, enfin, gagné moi mon petit Roland Garros, quoi. Ouais, c'est ces émotions magiques qu'on retrouve dans tous les cas, à tous les classements. Effectivement, vous le disiez, qu'on soit amateur ou professionnel, si on gagne effectivement un joueur quand on est 35 et qu'on gagne un 33 ou un 32, ça a effectivement une valeur qui est inestimable aussi pour le Ouais, mais je me souviens de mon premier 4-6, je veux dire, quand on est au troisième série, qu'on bat, enfin, j'ai battu un 4-6, mon premier 4-6, mon premier -15, mon premier -30. Quand j'étais zéro, j'ai gagné à -30. Et même j'ai battu un joueur à première série cette année-là. Quand on est zéro, qu'on bat un joueur à première série, même si c'est le dernier numéroté, waouh, je l'ai fait, quoi. Enfin, quelques années plus tôt, si on m'avait dit un jour tu battras un joueur -30 ou première série, ça paraît inaccessible parce que le classement français est fait de telle sorte que lorsque l'on joue un joueur un ou deux classements qui est au-dessus du vôtre, bah, c'est justifié. En général, il est plus fort que vous. Il a plus de maîtrise, plus d'expertise, il est plus malin, il est plus roublard, il est plus régulier. Et alors, on s'entraîne tous les jours ou régulièrement pour progresser. Mais les progrès, comment ils sont quantifiables en tennis? Ils ne sont pas quantifiables à l'entraînement, ils sont quantifiables quand on a une victoire marquante. Et Exactement. quand on bat un joueur en troisième série pour la première fois ou en seconde série pour la première fois, on se dit, ouais, ouais, ça y est, là j'ai Capable de le franchi un faire. cap. Voilà. Voilà. Et c'est des déclics. C'est des petites étapes, des déclics. Et effectivement, à chaque victoire contre un joueur qu'on ne pensait pas forcément battre, Voilà. toujours ces déclics. Et puis après, on arrive à franchir des étapes et à avancer. Donc, merci pour ce petit moment et pour ce ressenti. Parce qu'effectivement, je pense qu'on se dit souvent, voilà, il y a des étapes quand on est 30, on veut essayer de gagner à 15-5. Et puis au final, on a du mal. Et puis effectivement, dès que le déclic est fait, après, on peut tout de suite aller gagner à 15-4, 15-3, 15-2. Il faut vraiment franchir ces étapes les unes après les autres. Donc, tous les jeunes qui Ouais, nous regardent. et d'ailleurs, un message qu'on pourrait adresser aux jeunes, parce que souvent, moi, je vois des parents qui me disent, oh là là, mon fils, il a tel classement, il a 12 ans, bon, mais il est en retard par rapport aux autres. Toujours, je les rassure par rapport à ça, parce que le classement dans les jeunes catégories ne veut pas forcément peut pas tout expliquer. Vous avez compris, donc j'étais 15-5 à 13 ans. Si vous dites un des meilleurs joueurs français aujourd'hui, qu'à 13 ans, il est 15-5, ça va le faire sourire. Oui, Mais il y a des enfants qui sont mieux classés que vous parce qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt, qu'ils ont joué beaucoup plus que vous, qui jouent 70-80 matchs par an, et que par la force des choses, ils sont mieux classés. Mais ce qui compte, c'est les progrès que vous allez effectuer. C'est la fraîcheur, c'est l'envie de vous bagarrer chaque fois que vous allez jouer un match qui compte. Donc, moi, quand je suis monté j'ai fait 15-3, 4-6, puis 4-6-0, puis 0-30 en une année. C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'âge à laquelle je l'ai fait. Et donc voilà, pour tous les jeunes qui vont nous écouter, ne croyez pas parce que votre copain de club est classé 2 classements au-dessus de vous, que vous n'allez pas pouvoir le rattraper. Ça se rattrape très très vite. 2, 3, 4, 5 classements peuvent se rattraper en l'espace de 2 ans si on progresse en tant que joueur. Donc c'est vrai que cette notion de performance, elle est sympa quand on joue, mais ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui compte, c'est vraiment de progresser, bien sûr, de s'amuser, et puis de continuer à s'améliorer en tant que joueur de tennis. parce que c'est vrai qu'on a souvent les jeunes quand ils arrivent sur les tournois, et même aussi nous, les adultes, hein, on regarde, la première chose qu'on fait en arrivant, pour la plupart, c'est de regarder un petit peu les tableaux avec les différents classements. Quand on voit un classement qui est supérieur au nôtre, on se dit, voilà, il y a peut-être une étape à franchir, mais comme vous le disiez à juste titre, effectivement, ça peut être des joueurs qui jouent beaucoup plus, qui jouent beaucoup plus de tournois, beaucoup plus de matchs, et le classement n'est finalement qu'aléatoire, et c'est effectivement à partir du moment où on sent sa propre progression individuelle qu'on peut réussir à aller atteindre des objectifs et battre ces joueurs-là sans forcément se soucier d'un classement, d'un chiffre. Donc pour tous les jeunes qui nous regardent, arrêtez de regarder quand vous arrivez sur les tournois les classements de vos adversaires. Jouez votre match, concentrez-vous sur votre match et essayez de donner le meilleur de vous-même. Ça sera déjà excellent. Exact. Bon Guy, vous avez été 15-5, donc vous avez battu les 15-5, 4-6, 3-6, 2-6, 0, mais vous avez quand même aussi battu Sampras, Edberg, McEnroe, Ivanisevic, Courir, Muster, Noah, Becker, Lendl, Medvedev, entre autres. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné durant votre carrière et celui qui vous impressionne le plus maintenant? Alors, des joueurs qui... Le tennis a cette particularité, c'est que, vous le savez, hein, parce que c'est le cas à tous les niveaux, il y a des moments où on a l'impression de ne pas pouvoir rater la balle et que la balle vous obéit au doigt et à l'œil. Et à d'autres moments, vous avez peine du monde à passer un bon pourcentage de première balle, à être régulier du fond du cours. Donc, je dirais que
j'ai joué des matchs. Je me souviens, le premier match quand je jouais contre Pete Sampras, je crois que c'était à Miami. Il m'avait battu en 2-7, 6-4, 6-3, je crois. Et en sortant du terrain, je crois que c'est Thierry Tulane qui m'avait dit à l'époque: ah, t'as perdu contre ce jeune, mais t'as pas bien joué. Et je lui avais dit: écoute, c'est bizarre parce que j'ai bien joué pourtant. Donc, j'ai été bluffé par la cadence de Jimmy Connors quand j'ai joué la première fois, la vitesse à laquelle il jouait. Je me disais: mais comment je vais faire pour tenir? J'ai été bluffé par John McEnroe lorsque je l'ai vu jouer, que je l'ai affronté, parce que c'était un joueur qui jouait en dehors des codes et qui sortait toujours un coup au moment donné où on ne l'attend pas, qui a des options tactiques offensives très marquées. Après Becker en indoor, je me souviens, c'était un des premiers joueurs qui était très percutant, qui jouait très fort, très vite. Becker en indoor, donc je dirais qu'à tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des joueurs qui m'ont parfois laissé une sensation d'invincibilité terrible. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'est arrivé de les rejouer 1 an ou 2 ans plus tard et d'arriver à les battre. Alors parce que moi, j'avais joué ce jour-là le meilleur tennis de ma carrière, parce qu'eux avaient aussi peut-être ce jour-là un peu déjoué, je les avais fait déjouer. Je crois que la force de tous ces grands champions que j'ai cités, que ce soit Borg, que ce soit Nadal, Federer, McEnroe ou Pete Sampras, c'est qu'ils ont cette capacité dans les moments importants, lorsqu'ils sont confrontés à une situation très compliquée avec un match qui est totalement bloqué, ils ont cette capacité à sortir le coup extraordinaire. Le coup où vous restez bouche bée, vous dites: non, mais comment il a pu tenter réussir ce truc-là à ce moment-là? Et la différence entre ces joueurs hors normes et, on va dire, des bons joueurs professionnels, c'est que le joueur professionnel, en général, va être toujours très constant, très solide. Le joueur, membre du top 10 ou du top 20, va à ce moment-là jouer un peu plus vite et va vous pousser à la faute. Et le crack, Agassi, Nadal, Federer, va sortir à ce moment-là un coup où vous êtes dans votre canapé, vous prenez à la tête, vous dites: non, c'est pas vrai qu'il ait réussi ça, c'est incroyable. Et là on s'extasie parce qu'on entend qu'il le fait avec facilité. Mais voilà, et ça, ils ont tous ça en commun, ces grands joueurs. Alors, je vous dirais une banalité, je pense que peut-être Nadal et Federer vont être aujourd'hui les plus grands joueurs de l'histoire, mais je pense que si Borg avait joué jusqu'à 30 ans, il aurait lui aussi 20 tournois du Grand Chelem aujourd'hui, que Rod Laver, s'il avait joué entre 62 et 67 ou 69, les tournois du Grand Chelem en aurait gagné aussi une vingtaine. Mais c'est des joueurs qui ont, à leur époque, ouvert des voies, qui ont créé des styles de jeu et qui ont dominé de manière flagrante leur sport. Voilà, donc moi, je dirais aller dans l'ordre, je dirais peut-être Lever, McEnroe, Sampras, Borg, Federer, Nadal, et Dieu sait, peut-être que ces records vont être battus par Djokovic dans 3 ans. Peut-être, oui. Voilà, donc c'est dans 2-3 ans. Donc c'est dire si voilà, si ces joueurs sont extraordinaires. En plus, on a la chance là, d'avoir Nadal, Djokovic, Federer qui jouent à la même époque. Mais leur particularité, c'est qu'ils jouent plus tard encore que les autres. Là où des garçons peut-être comme Sampras ou Borg s'étaient arrêtés plus tôt, ou McEnroe, eux, j'ai l'impression, vont jouer jusqu'à presque 40 ans, quoi. C'est ça qui est aujourd'hui, avec, je ne sais pas si la récupération, le matériel, la préparation, les joueurs arrivent à jouer beaucoup, beaucoup plus tard. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez par rapport pour faire un petit lien aussi avec le tennis plus amateur, on va dire. Mais c'est vrai que ce système de points, par exemple, quand il y a des points importants à jouer, on le ressent aussi chez les amateurs. Hein. Bien évidemment, on sent que, par exemple, voilà, le joueur qui va être classé 15 et qui va affronter le joueur classé 15-3 ou 15-2, sur les points importants, c'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui va être un petit peu comme vous disiez justement avec les joueurs majeurs sur le circuit professionnel. C'est exactement pareil dans le milieu amateur. On sent cette petite différence. Et je rebondis un peu sur ce que vous disiez. Il n'y a pas de science infuse dans le tennis. On peut très bien faire un match incroyable un jour et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi. On n'a plus les mêmes sensations. On joue beaucoup moins bien. Donc voilà, le tennis, c'est un sport où finalement, c'est celui qui va être le plus régulier, qui va réussir. Même dans ses temps faibles, qui va être le meilleur peut-être dans ses temps faibles, qui va réussir justement à développer son jeu, à s'améliorer. Donc voilà, je voulais faire ce petit parallèle aussi avec ce que vous disiez précédemment. On discutait, Guy, il y a quelques jours avec Fabrice Santoro, qui était dernièrement invité de Vivons nos rêves.
On parlait de la victoire de l'équipe de France contre Davis en 91. On va en reparler un petit peu parce que c'est pour moi, à mon sens, l'un des plus beaux exploits du sport français, du tennis, mais aussi du sport français, à mon sens. Moi, j'ai débuté le tennis aussi grâce à cette victoire. Je me rappelle toute ma vie de cette balle de match que vous avez joué contre Pete Sampras. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact qu'a eu cette victoire sur le tennis français et sur le sport français aussi, puisque je crois que vous faisiez partie, parce que la Coupe Davis est censée être un sport par équipe, vous faisiez partie des premiers sports par équipe à être champion du monde. Ouais, c'est un peu délicat pour moi d'en parler parce que d'abord, nous, quand on l'a fait avec Yannick, Fabrice, Henri, Arnaud, toute notre équipe de France, on l'a fait de manière un peu, je dirais pas égoïste, mais on était un petit groupe de copains et on a envie de décrocher notre Graal. Et tout au long de cette année 91, enfin tout au long de mes campagnes de Coupe Davis, on joue pour réaliser ses propres rêves qu'on a, ce sont des rêves d'enfant souvent. Et quand finalement, en ce 1er décembre 91, on gagne la Coupe Davis, on se dit ça y est, on l'a fait, quoi. Donc c'est vraiment un plaisir d'abord partagé, personnel, mais qui est partagé avec ses copains. Ouais. Et c'est avec le temps, finalement, qu'on se rend compte l'impact que ça a eu sur les gens. Et quand voilà, on échange ensemble aujourd'hui, et puis vous me dites... ben voilà, moi, c'est ce qui m'a incité à jouer au tennis. Moi, quand Julien Beneteau, je le savais pas, m'a dit, alors qu'il était professionnel, mais tu sais, quand moi j'étais là à Lyon, quand je t'ai vu gagner, c'était un des moments les plus marquants de ma carrière de joueur de tennis. Ça m'a poussé à moi vouloir faire ça aussi un jour. Donc, c'est avec le temps, je crois, qu'on se rend compte, par rapport au témoignage des autres, l'impact qu'a pu avoir une victoire sur le tennis français et le sport. Je crois que quand Yannick Noah a gagné Roland-Garros en 83, il y a eu une espèce de boom au niveau des licenciés colossal. Les jeunes garçons, les jeunes filles voulaient jouer au tennis pour faire comme Yannick. Et je suis convaincu que le jour, à nouveau, où un garçon, parce que les filles l'ont fait, hein, déjà, Amélie Mauresmo, Marie Pierce, Marion Bartoli, il y a beaucoup de joueuses hein, qui ont, chez les femmes, gagné des grands chelems récemment. Mais depuis Yannick, il n'y en a plus. Hein. Et je crois que le jour où un Français gagne un tournoi du grand chelem, voire 2, voire 3, hein, pourquoi pas, soyons fous, ça aura un impact encore plus grand, je dirais, sur le nombre de pratiquants en France et le nombre de garçons et de filles qui voudront jouer au tennis parce que justement, ils auront vécu une émotion. Et je crois qu'en 91, on a donné des émotions fortes à des milliers de personnes en France. On a inspiré peut-être d'autres sportifs aussi qui se sont dit, bah, finalement, être deuxième, on dit que c'était bien en France. Non, en France, on peut gagner aussi. Et je crois que cette campagne de Coupe Davis a fait peut-être tomber certaines barrières et a enlevé peut-être une certaine complexité face un complexe, pardon, une complexité, un certain complexe que pouvaient avoir certains peut-être sportifs face à la médaille d'or ou à la première place. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, il y a pas mal d'autres champions et d'autres équipes, surtout dans d'autres sports, qui sont mis à gagner. Vous l'avez gagné aussi en tant que capitaine en 2001 en Australie, alors que vous n'étiez pas du tout favori, hein, vous étiez totalement outsider. On en parlait avec Fabrice dernièrement. Vous remportez aussi la Fed Cup en 2003 contre les États-Unis. Est-ce que les émotions sont similaires du coup en étant joueur et en étant coach? Est-ce qu'il y a les mêmes émotions ou est-ce que c'est différent? Alors, elles sont forcément un peu différentes parce que l'exercice est différent. Ceux qui nous écoutent le savent bien. Dire, quand on est joueur, on est tracassé par un petit bobo, par une chaussure qui vous fait mal aux pieds, une raquette qui n'est pas exactement comme vous l'aimeriez à ce moment-là, une tension qui ne vous convient pas. Est-ce que je vais être à la hauteur demain? Comment va jouer mon adversaire? Est-ce que le public va être avec moi ou va m'être très hostile sur l'extérieur? Est-ce que le vent Voilà, est-ce qu'il va y avoir du vent? Moi je me levais le matin, quel que soit le pays du monde dans lequel je jouais, je tirais mes rideaux et je regardais les arbres. C'était terrible parce que je savais que le vent allait avoir une incidence sur mon service, qui était mon arme principale, et qu'il allait falloir psychologiquement batailler beaucoup plus dur dans le vent que sans vent. C'est pour ça que j'aimais beaucoup jouer en indoor, parce qu'il n'y avait pas tous ces aléas. Et ça, c'est les soucis du joueur de tennis, du 15-5
comme du champion du monde. Quand on est capitaine d'équipe, on n'a plus ces soucis, mais on en a d'autres. On en a d'autres. Est-ce que la mayonnaise prend bien dans mon équipe? Est-ce que les joueurs sont bien préparés? Est-ce que je fais jouer le bon joueur? Qui vont faire jouer l'équipe adverse? Quel joueur on va avoir affronté en face? Est-ce que voilà, donc il y a des dizaines de paramètres à prendre en compte quand on est capitaine qu'on n'a pas à gérer quand on est joueur. Quand on est joueur, on pense seulement qu'à soi. Après, la victoire et au moment où on célèbre, quand tout se termine, oui, c'est la même, parce que c'est toujours lié à de l'incertitude. Et finalement, quand on gagne la balle de match, c'est la délivrance, c'est le ouf, ça y est, c'est fini, on l'a fait, parce que c'est stressant quand même tout ça. On aime ce stress, hein, on s'en nourrit, on l'apprivoise, on le gère. Mais la victoire, finalement, c'est le soulagement. Et quand il y a ce partage avec les copains, quand on est capitaine, c'est merveilleux, et quand on est joueur, c'est merveilleux parce qu'on libère aussi toute l'équipe et on fait gagner toute l'équipe aussi. Encore une fois, je refais ce parallèle avec le milieu amateur, mais vous étiez capitaine de Coupe Davis, de Fed Cup, mais nous, effectivement, quand on joue en première division, et moi je suis capitaine d'une équipe d'enfants, effectivement avec 6 enfants dans un groupe, et je dois faire des choix pour en faire jouer 2 en finale, et c'est un choix qui est extrêmement compliqué parce qu'on se dit, mais c'est des enfants, donc c'est très très compliqué de faire le choix, et on se dit, mais qui va jouer? Est-ce que les parents vont nous le reprocher? Et je peux comprendre effectivement qu'à un niveau comme la Coupe Davis, la Fed Cup étant extrêmement médiatisée, ça soit encore 10 000 fois plus compliqué, effectivement. Donc, en tout cas, vous avez fait les bons choix sur beaucoup de rencontres et de compétitions, donc félicitations en tout cas à vous pour ça. Guy, avant de passer aux questions des enfants, on va juste faire un petit bien. Vous êtes désormais directeur du tournoi de Bercy depuis 2012 et Roland-Garros depuis 2016. Quel petit bilan faites-vous de ces 2 éditions qui étaient quand même assez particulières avec la crise sanitaire? Est-ce que vous êtes satisfait des tournois de Bercy et de Roland? Alors, je vais vous dire oui, parce que, compte tenu du contexte actuel, avoir pu les organiser, je crois que c'est une victoire déjà. Quand on voit aujourd'hui que même Wimbledon, qui est un des plus grands tournois du monde, a été annulé, que des dizaines de tournois ATP WTA n'ont pas vu le jour, que certains commencent à déjà annuler sur l'année 2021, on se dit waouh, nous on a quand même en France réussi à disputer nos 2 événements phares. Alors certes, avec pour le Rolex Paris Master aucun spectateur à huis clos, et à Roland-Garros avec une jauge qui n'était que de 1000 personnes par jour dans l'enceinte du stade, hein, je le rappelle, le stade qui fait 12 hectares. On aurait pu accueillir, je pense, 5000 personnes et il n'y aurait pas eu de risque sanitaire plus grand, mais on a dû se soumettre aux règles gouvernementales. Et les passionnés de tennis dont vous faites partie, dont je fais partie, on a vu des matchs extraordinaires. On a vu un immense champion une nouvelle fois, une future grande joueuse qui nous a bluffé, des parcours de Français remarquables et des émotions comme on les aime. Donc oui, on est très fiers à la Fédération française de tennis d'avoir pu, toutes les équipes, œuvrer pour montrer du sport et surtout du tennis à la télévision, parce que d'abord la mission de la fédération, bien sûr, c'est la promotion du jeu en France, chez les amateurs, chez les professionnels, et à travers nos tournois aussi. Et je crois que par rapport à ça, la Fédération française de tennis, je dirais, coup de chapeau, parce que ce soit les dirigeants, les bénévoles, tout le monde a fait un travail remarquable. Et en tant que directeur de tournoi, je peux vous dire que lorsque Nadal a soulevé la coupe, ou Medvedev au Rolex Paris Master, avec toutes les équipes, on s'est posé dans nos fauteuils, on a fait ouf, ça y est, on l'a fait, parce que vous le savez, il y a eu quand même beaucoup de contraintes. Oui. En tout cas, c'est vrai que vous le disiez, il y a eu aussi tous les joueurs français qui ont marqué cette édition. Je pense à Clara Burel, Fiona Ferro, Hugo Gaston, Hugo Humbert, aussi au Master de Bercy. Je vais prendre l'exemple d'Hugo Gaston, qui était notre invité dernièrement. Hugo, ce qui est incroyable, c'est que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai rarement vu autant de jeunes qui se sont identifiés à son parcours à Roland-Garros. J'ai beaucoup de jeunes qui, sur le terrain, sont venus me voir après son exploit contre Wawrinka et m'ont dit « Mais c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est super, merci. » Voilà. Et
on a retrouvé une véritable dynamique, comme vous le disiez un petit peu, il nous faut un champion voilà, qui remporte Roland Garros un jour, alors sans vouloir mettre bien évidemment de pression et vocation, parce que le chemin est encore long, et il faut aussi qu'il arrive à désormais développer son jeu sur d'autres surfaces. Mais on se dit qu'effectivement, sans ce tournoi de Roland Garros, sans cette édition, on n'aurait pas eu toutes ces émotions. Vous le disiez. Donc merci à vous d'avoir conservé et contribué justement à ce que ce tournoi ait lieu pour nous amateurs du tennis et passionnés, puisqu'effectivement, de l'autre côté, devant notre télé, c'était un magnifique Roland Garros. Et on voulait vous remercier en tout cas d'avoir réussi à mettre tout ça en place. Donc merci Monsieur Forget, en tout cas. On va passer aux questions des enfants du club. Alors vous savez, dans Vivons nos rêves, il y a beaucoup de questions qu'on reçoit de la part des enfants. Des questions en format vidéo, des questions en format écrit, puisqu'il y a des plus timides, bien évidemment. Donc, je vais vous poser ces questions-là. Donc, des questions rapides et des réponses courtes, synthétiques. Ouais. Donc, on y va. C'est parti. Première question. Guy, d'où est née votre passion pour le tennis? Papa était professeur de tennis, ancien joueur de première série, donc j'ai baigné là-dedans tout petit, donc c'est pas très original. Ok, deuxième question. C'est une question de Miley, une petite joueuse du club, donc je vais vous la poser si ça fonctionne. Si vous n'aviez pas fait j'aurais aimé pratiquer. Auriez-vous aimé pratiquer? Alors, j'ai pas fait de tennis. J'ai grandi à Marseille, donc à l'époque, l'OM était bon. C'est moins le cas aujourd'hui, mais l'OM était à l'époque la meilleure équipe de France. J'aurais aimé jouer au football. Voilà, et avec du recul aujourd'hui, je sais pas, j'aurais aimé faire peut-être du golf. Je suis passionné par le golf, je trouve que c'est un sport merveilleux. Et voilà, j'aurais bien aimé être joueur de golf. Ou surfeur, entre parenthèses. Ah oui, ou surfeur, oui, exact. Surfeur aussi. Quel joueur de la nouvelle génération auriez-vous aimé rencontrer en tournoi? Tous, parce qu'ils sont tellement incroyables. Je veux dire, j'aurais rêvé de jouer contre Roger Federer, contre Rafael Nadal, contre Djokovic. Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé jouer Nadal sur terre battue, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris des grosses éculottées, et je pense que j'aurais subi le même sort. Mais j'aurais aimé, peut-être jouer Nadal sur gazon, mais parce que c'est des joueurs qui, aujourd'hui, encore, me font tellement rêver quand je les vois jouer. Que oui, j'aurais aimé jouer contre ces joueurs-là, mais j'aurais aimé jouer contre Rod Laver. C'était mon idole quand j'étais tout petit garçon, parce que c'était l'idole de mon père. Donc voilà, mais malheureusement, ce sera dans mes rêves. Deuxième question de Gaël. Directeur de Roland Garros. Quel tournoi du Grand Chelem aimeriez-vous diriger? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il y a tellement de beaux tournois sur le circuit. Wimbledon, bien sûr, parce que c'est un peu là que tout a commencé sur gazon. Hein, l'ancêtre du jeu, enfin le jeu de paume était l'ancêtre, puis après il s'est joué sur gazon, puis après sur terre battue. Peut-être Wimbledon. Mais il y a tellement de beaux tournois dans le monde que voilà. Enfin, moi j'ai beaucoup de chance. Je laisse les autres tournois à mes copains qui font ça. On est tous très chanceux. Avec quel joueur actuel aimeriez-vous jouer en double? Avec quel joueur actuel j'aimerais jouer en double? Avec Richard Gasquet. D'accord. Richard Gasquet, parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais essayer de faire court. Parce que c'est un joueur qui se sous-estime, je pense, en double. Je suis convaincu que le double, s'il l'avait joué plus souvent, il aurait été encore meilleur joueur de tennis. C'est quelqu'un qui est probablement un des meilleurs volleyeurs du circuit. Ouais. C'est quelqu'un, je pense que j'aurais boosté et il est déjà bon, mais il aurait été, je lui aurais transmis mon amour du double. Et comme c'est un garçon pour qui en plus j'ai beaucoup d'affection, voilà, j'aurais aimé jouer avec Richard, qui est encore en activité quand même si il a dépassé les 30 ans. Et Richard, vous parlez du double, mais il avait fait un match référence en double en Coupe Davis où il avait joué avec Pierre Gerber contre la Belgique, un point décisif. Oui, puis aux Jeux Olympiques, hein, il a été médaillé olympique. Mais il est toujours allé un peu en double à reculons. C'est toujours une discipline à part en Coupe Davis, bien sûr, mais voilà. Donc voilà, mais j'aurais beaucoup aimé jouer avec lui. Bon, Richard, si tu nous regardes, on va essayer de s'organiser un petit double et on va essayer de te donner un il nous regarde, Richard. Il va nous regarder. Il est passionné de tennis, Richard, et jusqu'à ses vieux jours, je peux vous dire, ce sera un de nos plus fidèles supporters, du jeu en tout cas. Et en double mixte, du coup, est-ce que vous auriez une joueuse actuellement? En double mixte, avec Amélie Mauresmo, parce que c'est une copine, c'est un des plus beaux palmarès du tennis français, et c'est une superbe athlète. Puis c'est une joueuse dans l'âme, elle aime le jeu, elle aime voilà, donc
Enfin, il y en a beaucoup d'autres aussi avec qui j'aurais pu jouer hein, en double et j'aurais pris beaucoup de plaisir. Nathalie Deschit, que je salue au passage, qui est une excellente joueur de double et qui a gagné des nombreux titres du reste. Quel sportif hors tennis admirez-vous le plus? Oh, il y en a beaucoup que j'admire, et pas seulement par leur palmarès, je dirais par leur personnalité. Je dirais que Martin Fourcade, Ouais. Tony Estanguet, Thomas Coville dans la voile sont des Zidane, je vais vous dire Zidane. J'aime les champions humbles. Oui. J'aime les gens qui sont très forts et en même temps qui ne se prennent pas au sérieux. Et je crois que les deux sont conciliables quand on voit l'humilité d'un Rafael Nadal et l'intensité qu'il met à l'entraînement encore aujourd'hui, chaque jour. On se dit, mais c'est incroyable. Voilà un garçon qui a gagné des titres du Grand Chelem à foison et qui, à l'entraînement chez lui, il n'y a pas de spectateurs, mais autant d'intensité qu'à ses premiers jours. Et lorsqu'il arrive en conférence de presse, qu'il gagne, il dit écoutez, je suis content, j'ai bien joué, mais demain, il faudra que je me méfie de mon adversaire parce qu'il peut être très dangereux. Et j'aime ça, j'aime l'humilité chez les plus grands. Avec un peu d'entraînement, Question de Clovis. quel niveau pourrais-tu atteindre aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question, mais ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué. Je me suis opéré du genou là, il y a moins de 15 jours. Ouais. À l'époque où mon fils jouait au niveau universitaire, il y a encore 2-3 ans, il jouait moins 15, moins 30. Sur une partie, je pouvais faire jeu égal avec lui. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 2 ans de plus. Je joue de moins en moins. Mais bon, je peux jouer encore très facilement seconde série. D'accord, ok. Avec un peu d'entraînement, peut-être même négatif. Donc voilà, mais il faut vraiment s'y remettre parce que négatif, ça joue vite et il faut que je perde 4-5 kilos et que je m'entraîne 4-5 fois par semaine, 1h30 pendant 1 ou 2 mois. Alors, quand les petits soucis au genou seront terminés, on s'appelle et puis je vous organise un plan là sur un mois avec 2 heures par jour et puis on va revenir. Votre livre et musique préférée? Écoutez, moi, il y a un livre que j'ai lu. Alors, c'est lié au tennis, mais qui était écrit par un ancien champion qui s'appelait Arthur Ashe, qui s'appelait Jour de grâce. Ouais. C'est un livre c'est marrant parce qu'il y a un livre qui a marqué aussi, je crois, Mike Tyson, qui est un boxeur légendaire. Et c'est un livre qui va au-delà du sport et du tennis. C'était la vie de cet homme qui a souffert de la ségrégation lorsqu'il a grandi aux États-Unis. À l'époque, c'était quelque chose qui était encore très, très, très problématique. Et pareil, un champion donc, qui a gagné Wimbledon, champion de couleur, et c'est lui qui a découvert Yannick Noah d'ailleurs, et qui est un homme que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui était d'une simplicité, d'une humilité. Je veux dire, je sais pas, il avait un côté un peu un vieux sage, un peu comme un Gandhi. Il était toujours très calme, très posé. Moi, il me faisait rêver. Et ce livre, finalement, qui est une autobiographie, l'histoire de sa vie. Ouais. Et quand il finit son livre, vous savez, il a contacté le sida par transfusion sanguine. Et lorsqu'il finit son livre, il écrit une lettre à sa fille, qui à ce moment-là, je crois, doit avoir 10-12 ans. Et il s'adresse à elle. Donc, c'est un livre qui est en plus très, très, très émouvant et qui est l'histoire de la vie formidable d'un homme hors norme. Voilà pour ce qui est d'un livre qui m'a marqué. Et puis après, en musique, je dirais tous les joueurs de guitare sont des gens qui me fascinent. Ouais. Alors, voilà, je dirais Dire Straits parce que c'est un groupe qui m'a fait rêver, mais s'il ne se produit plus aujourd'hui. Mais tous les guitaristes actuels, français, étrangers, hein, je pourrais vous dire Francis Cabrel, je pourrais vous dire plein d'autres, mais tous les grands guitaristes. Vous savez qu'on a un parrain. On a un parrain à la Libre Tennis qui est joueur de guitare et qui est licencié au club depuis maintenant un mois.
Il s'agit de Vianney, voilà, qui a pris sa licence. Ah, bien sûr, absolument. Qui a pris sa Et qui licence joue, et qui Zidou joue et bien pas. au, et qui joue bien au tennis et qui est un formidable auteur-compositeur que j'ai croisé à plusieurs reprises, d'ailleurs qui est un très bon copain de Fabrice Santoro. Et ah ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et chouette personne. Vianney qui a participé avant vous à l'interview, qui a été diffusée, qui a été vue plus de 50 000 fois, qui est donc devenu licencié, parrain du club, et voilà, qui a gagné le trophée des personnalités à Roland-Garros, donc avec Exact. Fabrice Santoro, donc qui est vainqueur de Roland-Garros. Donc on l'a chambré un petit peu avec ça, donc le message est de nouveau lancé. Bravo à Vianney et Fabrice. Dernière question avant de passer au petit défi. Guy, c'est une question de Bonjour Guy. Quelle est la Hugo. personne la plus connue dans votre répertoire téléphonique? Ah, oh, c'est une bonne question. Ils ont des questions pertinentes, les enfants, hein. Non, mais c'est marrant parce que les enfants, c'est des choses qui sont, qui les marquent. J'ai eu le numéro de téléphone, je ne veux pas le citer, d'un président de la République, bon, pas celui qui est actuel, de tous les joueurs de tennis, voilà, d'artistes. Mais je ne veux pas les citer parce que c'est, voilà, de joueurs de foot, champions du monde. Mais c'est surtout le fait là où j'ai eu beaucoup de chance, je pense grâce au tennis, c'est de côtoyer des gens hors normes, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, avec Yannick Noah et son papa, on a rencontré le pape à Rome, Jean-Paul II à l'époque, c'est il y a fort longtemps. Ouais. Mais de rencontrer le pape au Vatican, c'est une expérience effectivement marquante. Et puis bon, bah, après des artistes ou des acteurs de cinéma ou des gens lambda, moi, qui m'ont marqué et qui ne sont pas connus. Donc, Dernière petite question, Guy, on en a parlé tout à l'heure, plutôt surf ou plutôt golf? alors les deux parce que c'est deux disciplines où j'ai l'impression en tout cas le golf, de pouvoir progresser encore. Le surf, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne peut pas faire du surf régulièrement, à moins d'habiter dans les îles mais le golf, je progresse encore. C'est deux sports magiques. Le golf ressemble un peu au tennis de par l'aspect un peu psychologique, si ce n'est qu'on n'a pas d'adversaire en face de vous qui cherche à vous faire à vous poser des problèmes en permanence. On est seul face à soi-même. Et j'aime cette dimension. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être été encore meilleur dans le golf peut-être que dans le tennis. Mais et puis on peut jouer tard surtout. Et moi, je me suis bonifié avec le temps, donc on peut penser que. Enfin, j'ai envie de penser, peut-être à tort du reste, hein, mais que j'aurais été meilleur à 45 ans qu'à 25. Et puis le surf pour toute l'évasion que ça procure, parce que finalement on se retrouve au milieu des éléments, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de. On est au plus proche de la nature, on oublie tous ses problèmes. Il y a une espèce de côté évasion, je trouve, qui est formidable dans le surf. Alors là, on est à l'opposé du tennis et du golf, pour le coup. Le défi pour vous, Guy Forget, est-ce qu'à 30 000 vues de cette vidéo, vous nous offririez éventuellement quelques places pour Roland Garros, pour aller avec les enfants du club, voir le tournoi, voir quelques matchs et éventuellement visiter les coulisses du tournoi? Alors, écoute, avec grand plaisir. Alors, j'espère qu'en 2021, on aura le droit justement, hein, d'avoir du public, parce que c'est pour ces raisons-là qu'on fait le tournoi d'abord. Mais effectivement, écoutez, je serais ravi de vous donner 4 invitations, de vous offrir 4 invitations pour vous découvrir d'abord ce nouveau stade, avec, si vous accompagnez 3 de vos jeunes, et pourquoi pas que ça puisse créer à un moment donné des vocations, voir tous les cours annexes, se balader dans le stade. Voilà, donc je serais ravi de venir vous voir et puis de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe autour des cours du stade. En tout cas, merci beaucoup, Guy Forget. C'est vraiment gentil pour les enfants. Défi accepté pour les 30 000 vues. On va essayer, on vous tiendra au courant et informé du nombre de vues qui seront effectuées dans les prochaines semaines. Ça marche. Merci à vous. Avec plaisir. On va passer juste à la nomination. Vous savez, dans Vivons nos rêves, l'invité nomme 2 nouveaux invités et une personnalité en lien avec le tennis. Alors, est-ce que vous avez des idées de nomination pour prendre le relais de votre interview? Alors écoutez, je suis convaincu que la plupart des joueurs ou des joueuses actuelles, retraités ou pas, seraient ravis de venir échanger avec vous et répondre aux questions de vos jeunes.
Je sais pas, je suis sûr que Gaël, mon fils, qui est très actif sur les réseaux sociaux, serait enchanté. En plus, en ce moment, il doit pas être débordé parce c'est la période un petit peu off, de venir Ouais. répondre aux questions de vos jeunes. Donc, si vous souhaitez lui lancer un petit défi, je le vois mal refuser. Laurent Luyat, bah oui, et Laurent adore le tennis, le suit depuis très longtemps de manière assidue. Et je suis sûr que Laurent serait ravi d'être à ma place et de venir échanger avec vous. Bon, bah écoutez, donc Laurent Luyat et Gaël Monfils, nouveau nommé pour participer au Libre Noël. Merci Guy. Merci à vous. Juste avant de terminer, un petit mot pour tous les licenciés de la Libre Tennis avant de nous quitter, et puis pour les enfants du club, pour qui vous êtes une véritable référence. Ah, les jeunes du club, à part sur YouTube, de toute façon, ils m'ont jamais vu jouer, ils ne me connaissent pas qu'à travers cette interview. Donc, de leur dire à tous, c'était un plaisir d'abord d'échanger avec vous aujourd'hui. Leur dire qu'ils ont la chance de faire un sport qui est magique parce qu'on progresse à tous les âges au tennis. Qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu avant tout et que même si on essaye de gagner, même si malheureusement parfois c'est pas le cas, parfois on joue mal, parfois on se fait voler un point, parfois on perd contre un adversaire qui est a priori peut-être moins fort que soi sur le papier, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de donner le meilleur de soi-même. Je crois beaucoup à cette notion et Nadal je crois en est le plus parfait exemple. Ça va même au-delà de la victoire, parce que je crois que la victoire elle ne s'obtient qu'à la suite de ce processus de donner le meilleur de soi-même. Et du premier au dernier point, même si on est mené, et qu'une fois que c'est terminé, victoire ou défaite, on doit pouvoir serrer la main de son adversaire et de se dire, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis fier par conséquent de ce qui s'est passé. Donc vraiment de dire à tous les jeunes, gardez ça en tête. Moi, la seule chose que je vous demande, si un jour je viens vous voir jouer, c'est de voir des jeunes garçons, des jeunes filles qui se bagarrent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. S'ils gagnent, tant mieux, mais s'ils perdent, c'est vraiment pas grave. On continue de s'améliorer et de travailler. Et à tous les autres, écoutez, au plaisir de vous croiser très vite à Roland-Garros, au Rolex Paris Master ou dans les allées des clubs de tennis en France. Je me balade quand même souvent, donc je serais ravi d'échanger avec eux pour cette passion commune qu'on a pour le tennis. En tout cas, merci beaucoup Guy pour ce moment, merci pour toute cette simplicité et cette générosité. On espère vous voir très rapidement et si possible à Roland-Garros pour la prochaine édition avec, si possible, des conditions normales sans cette crise sanitaire qui effectivement était… Oui, voilà, exactement. J'espère que cette édition 2020 ne sera qu'un mauvais souvenir en termes de capacité d'accueil. Notre stade, vous le verrez si vous venez cette année, enfin en 2021, est somptueux. Il sera encore plus beau en 2021 puisqu'il y aura des nouveaux cours qui seront disponibles. La place des Mousquetaires sera refaite en intégralité. Le stade sera flambant neuf et voilà, je serai une nouvelle fois ravi de venir vous voir et passer un moment avec vous, un moment avec vous là-bas et voilà. Donc et j'espère qu'on aura la possibilité de faire venir le plus grand nombre de personnes pour vivre ces émotions uniques chaque année. Et en tout cas, merci à vous, bonne continuation et puis bon golf. Alors, à ce moment-là. Encore que l'hiver arrive, là, ça devient difficile, mais merci. Il faudrait le moins de rayons de soleil, on ira avec Yannick Noah, avec toute notre bande de copains, Cédric Pioline. Ouais. Yannick Noah qui est sur Faites le Mur en ce moment-là, qui est parti et qui va revenir bientôt en France. On essaie de le contacter aussi, Yannick, pour… Oui, je suis sûr qu'il répondra à vos questions aussi. Merci beaucoup, Guy Forget. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.